Pour moi, une abus, c'est une prise de pouvoir. Voilà, pour le dire de façon la plus simple possible, c'est une prise de pouvoir. Et c'est une prise de pouvoir qui, par définition, dépossède la personne qui l'a subi de son pouvoir personnel. Et l'abus peut prendre de multiples formes, en fonction de quel endroit a besoin de récupérer le pouvoir sur l'autre, ou de prendre le pouvoir sur l'autre. Quand il s'agit d'un abus de corps à corps ou de sexe à sexe, la forme que ça prend, c'est l'abus sexuel. Et puis, quand il s'agit d'autres endroits qui sont avides de récupérer leur pouvoir, par exemple quand c'est le cœur, ça prend la forme d'un abus affectif. Quand c'est le mental, c'est la forme d'un abus psychologique, etc., etc. Donc c'est vraiment bien plus vaste que l'abus sexuel. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui ? Ces dernières années, la parole des femmes s'est libérée et affirmée, invitant les hommes à réévaluer leur place et leur identité dans un monde où les anciennes normes ne correspondent plus aux réalités actuelles. À présent, l'homme est encouragé à se questionner, à demander soutien, à exprimer sa sensibilité et à trouver un équilibre entre force et vulnérabilité. L'intention de ce podcast est d'élargir les horizons, de revisiter les représentations du masculin et d'offrir des perspectives pour mieux se comprendre et renforcer nos liens. Je m'appelle Loïc Gernot, je suis coach relationnel et j'accompagne les hommes à mettre des mots sur leurs ressentis, à exprimer leurs besoins et à affirmer leur singularité. Dans cette dynamique, je vous propose chaque jeudi de partir à la rencontre de personnalités inspirantes qui partagent leur parcours et leurs réflexions sur des thématiques variées autour de la relation à soi, aux autres et aux vivants. Un lundi sur 2, je vous invite également à découvrir un épisode spécial avec une femme qui nous offre son regard sur les masculinités ou avec une conversation entre hommes où nous explorons ensemble des sujets profonds et d'actualité. Si ce podcast résonne pour vous, je vous invite à le partager autour de vous, à le noter sur votre plateforme d'écoute préférée et à commenter les épisodes sur les réseaux sociaux ou sur Discord. Vous pouvez également soutenir sa production en contribuant à une cagnotte participative sur Tipeee. Enfin, pour ne rien manquer des futurs épisodes, des ateliers en ligne organisés dans le cadre du podcast, ou encore de mes accompagnements, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Retrouvez tous les liens en description. Bienvenue sur The Burn. Comment sortir des schémas d'abus et retrouver son pouvoir personnel ? Lorsqu'on parle d'abus, on pense souvent à la violence physique ou sexuelle. Pourtant, l'abus peut être bien plus subtil. Il peut être affectif, psychologique, voire transgénérationnel. Il peut s'insinuer dans nos relations, nos choix de vie, et nous enfermer dans des schémas répétitifs et des luttes de pouvoir dont il est parfois difficile de se sortir. Et sans le vouloir, nos blessures non guéries peuvent également nous amener à adopter nous-mêmes des comportements abusifs. Dans cet épisode, je reçois Gaël Lacheret, thérapeute et auteur du livre De l'abus à l'alliance, qui a mis 47 ans à comprendre comment une blessure de l'enfance avait façonné toute son existence. Il nous partage son parcours, sa vision et son travail pour sortir des mécanismes de domination et de soumission et retrouver son pouvoir personnel. À une époque où les rapports entre hommes et femmes sont de plus en plus polarisés et où les dynamiques de genre questionnent, comment pouvons-nous, toutes et tous, reconnaître nos blessures et construire des relations plus justes et équilibrées ? Nous parlons aussi des polarités masculines et féminines, de l'impact de leur déséquilibre sur nos relations, ainsi que du rôle fondamental de la responsabilité individuelle dans ces transformations. Cet épisode aborde une thématique sensible, mais essentielle, et pour mieux en explorer la richesse, il a été divisé en 2 parties, alors prenez le temps de le parcourir à votre rythme. Bonne écoute. Salut Gaël. Salut Loïc. Bonjour et bienvenue. Merci. Merci et merci à toi pour cette opportunité. Avec plaisir. Comment tu te sens ? Quelle est ta météo du moment, du jour ? Ça va plutôt bien, je suis détendu, je me sens détendu et je suis heureux d'avoir cette opportunité de sortir ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Parce que c'est pas si fréquent, surtout de façon publique comme ça. Et j'aime beaucoup le format interview parce que ça me permet d'aller souvent beaucoup plus au bon endroit que quand je suis tout seul. Voilà. Et j'aime bien être sollicité par l'extérieur, ça me permet d'aller chercher des choses souvent plus profondes, on va dire. Voilà. Intéressant. Écoute, je vais être au service. Moi, je me sens plutôt
léger. J'ai terminé une petite mission qui me prenait beaucoup d'espace et d'énergie, et donc du coup j'ai l'impression de retrouver une certaine liberté, un certain élan, et oui, et notamment de remettre de l'énergie dans ce podcast. Puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui l'écoutent et de plus en plus de retours, et du coup c'est nourrissant et ça me donne envie de continuer, et notamment d'inviter des personnes comme toi et de parler de ton livre. On va y venir. Comment tu te présentes, Gaël? Qui es-tu? Que fais-tu? Qu'est-ce que tu aimes dire de toi? Tu commences par la question la plus difficile. Ouais. Alors maintenant j'ose le dire. Avant je partais directement et je m'embrouillais dans ce que je pouvais dire de moi, et maintenant j'ose dire que c'est peut-être la question la plus difficile pour moi, parce que finalement je me rends compte que ce que je suis change en permanence, évolue en permanence, et que j'ai beaucoup de mal à figer une représentation en fait qui pourrait exprimer ce que je fais et ce que je suis. Ce que je peux dire en revanche de façon de plus en plus claire et nette, c'est peut-être ce que là où je suis le plus utile aux autres. Et on va dire que là où je me sens le plus utile aux autres, c'est à les accompagner à ce qu'ils ne voient pas d'eux, et en particulier leur part d'ombre, et à les accepter et à les accueillir. Voilà, à récupérer vraiment toutes ces facettes qui sont la plupart du temps cantonnées à leur inconscient, à ce qu'ils ne voient pas d'eux. Et j'aime être ce miroir, en quelque sorte, ce miroir accueillant de façon inconditionnelle ce qu'ils ne voient pas d'eux, pour permettre de ce fameux chemin vers l'amour de soi, en fait, qui nécessite d'accepter précisément ces facettes qu'on n'aime pas, quoi. Donc voilà, c'est déjà un grand step pour moi d'arriver à expliquer de façon relativement claire et concise en quoi je suis utile aux gens. Voilà. Et je préfère de loin finalement cette façon d'expliquer qui je suis, plutôt que de mettre une étiquette sur je suis thérapeute, accompagnant, bref, tout ça pour moi au final est beaucoup plus inconfortable. Voilà. Voilà. J'espère répondre à ta question en tout cas. Oui, je trouve. En tout cas, c'est ta façon, c'est assez ouvert. Moi, je ne cherche rien lorsque je pose cette question. Et merci en tout cas. Et oui, si tu es là aussi, effectivement, c'est pour l'écriture de ton livre qui s'appelle De l'abus à l'alliance pour une réconciliation du féminin et du masculin. On va y venir à tout ce que tu abordes dans ce livre. Peut-être déjà si tu le pitchais, si tu devais le présenter à quelqu'un un peu comme tu t'es présenté toi, ou pas comme tu t'es présenté toi, mais comment tu présenterais ce livre, cette œuvre, cet ouvrage? Là, ce qui me vient tout de suite, de façon complètement intuitive, c'est peut-être la façon la plus simple et directe de le présenter, ça serait guide pour sortir de l'illusion dans les relations. Voilà. Et pour voir de façon lucide, et j'allais dire presque tragique, accepter les choses telles qu'elles sont, le tragique, toutes les relations de pouvoir qui sous-tendent les relations, plus ou moins consciemment, évidemment. Et quels sont les outils, ou quelles peuvent être les clés précisément pour sortir de ces relations de pouvoir, pour arriver à quelque chose de beaucoup plus juste de soi à soi dans un premier temps, et dans un deuxième temps, ou en même temps, de soi à l'autre. Voilà. C'est comme ça que je le présenterai. Et comment il est né, ce livre? D'où ça part?
Alors ce livre part de mon histoire personnelle, d'une profonde quête de compréhension de ma vérité intérieure et une compréhension du jeu dans lequel on m'avait mis quand je suis né, sans avoir les règles du jeu, sans en avoir les cartes, et de comprendre pour quelles raisons systématiquement ou de façon très fréquente je vivais des expériences difficiles, des expériences dans lesquelles je me sentais humilié, rabaissé, sous le pouvoir de l'autre. Des expériences qui au final n'arrivaient pas forcément à tout le monde. Voilà. Je me disais, mais quand même, Gaël, qu'est-ce qui fait que ça t'arrive? Et qu'est-ce qui fait aussi que à l'intérieur de toi, tu ressens ces émotions profondes, lourdes, cette tristesse, cette colère, enfin voilà, tout le package. Et au final, je suis parti par le bout de la bobine, on va dire, visible, qui était voilà, ses expériences, ses émotions, etc. Et j'ai tiré le truc. Donc j'ai commencé à travailler sur moi, etc. Pour remonter à l'événement premier, en fait. Et ça m'a mis 47 ans. Ça m'a pris 47 ans. Donc c'est assez récent, et j'en ai 49, donc ça date d'il y a 2 ans. Okay. Et ça m'a mis 47 ans, en fait, pour mettre le doigt sur le fait que tout ce que je vivais était un rebond, était un écho à une expérience d'abus que j'avais vécue alors entre 7 et 8 ans, parce que j'ai pas pas la date précise, et ce qui m'a permis j'aime bien l'image du puzzle, en fait, où alors ça serait prétentieux de dire que j'avais toutes les pièces du puzzle, mais j'en avais beaucoup, mais il me manquait une fondatrice. C'est-à-dire que j'avais les conséquences, mais j'avais pas la cause, quoi. Et là, d'avoir mis le doigt sur cette pièce fondatrice m'a permis d'éclairer tout le reste. C'est-à-dire que c'est comme si je ne voyais pas les autres pièces du puzzle tant que j'avais pas la première. La pièce manquante. Ouais, la pièce manquante. Et une fois que j'ai eu la pièce manquante, alors toutes les prises de conscience que j'ai eues à travers mon travail personnel, mes différentes thérapies, mes formations, mes stages, enfin bref, plus aussi les personnes qui venaient vers moi, que j'accompagnais, tout ça a pris sens, en fait. L'histoire de Gaël, en fait, a pris sens à partir du moment où j'ai compris que tout était un rebond de cet abus. Et à ce moment-là, toutes ces prises de conscience, j'ai pu les synthétiser, les conceptualiser, et j'ai eu envie d'écrire un livre qui était pour moi un acte presque d'explication, en fait, déjà pour moi, parce que je l'ai d'abord écrit pour moi, ce livre. Je m'expliquais à moi-même, en fait, et puis évidemment j'avais aussi envie d'expliquer aux autres. J'avais aussi envie d'expliquer aux autres, et peut-être de leur faire gagner un petit peu de temps s'ils se sentent activés, on va dire, par ce que j'écris, en utilisant quelques clés, voilà, de compréhension du chemin que j'ai moi-même parcouru, voilà, pour leur faire gagner du temps, quoi. Voilà. Ça a été facile d'écrire ce livre ou... Ça a été extrêmement facile alors. Ça a été facile par morceaux. C'est-à-dire que j'ai vu les résistances. Ça a été un parcours initiatique, le bouquin en lui-même. Écrire, pour moi, c'est très facile. Ça a toujours été facile. À partir du moment où la décision est prise et que je suis confortable avec ce qui me vient, j'écris, c'est hyper fluide. En revanche, le processus de se montrer,
de finaliser les chapitres, compliqué. Et ça, je le savais déjà, hein, que j'aurais à un moment donné envie de m'échapper, parce que c'est aussi cet abus, hein, ça a été aussi une révélation pour ma famille, hein, c'est-à-dire que personne ne le savait, hein. Donc c'était aussi pour moi l'annoncer à mes parents, etc. Donc c'était pas simple, hein. Là, j'ai vu toutes les résistances et sachant ça de moi, je me suis fait accompagner en fait, non pas dans l'écriture, mais pour avoir un garde-fou, tu vois, sur le processus. Ou qu'il y ait quelqu'un qui dise oh Gaël, t'en es où là? Ouais. Qui t'aide. Tu devais sortir des trucs là, t'en es où? Parce que c'était important pour moi et je connais trop ma tendance à commencer plein de choses et à pas les finir. Donc j'avais besoin d'un garde-fou. Donc ça a été à la fois facile dans l'idée, dans le fait d'écrire, ça c'est fluide, et en même temps sur le processus, j'ai eu besoin d'un soutien extérieur. Voilà. J'ai envie de te poser une question assez intime déjà, mais de découvrir, conscientiser cet abus, comment tu l'as accueilli? Alors je l'ai accueilli avec beaucoup d'émotions, énormément d'émotions. Ça a été un moment extrêmement intense. Et ça a été aussi une libération. Finalement, j'étais plus victime de cet abus avant d'en avoir conscience qu'après. C'est-à-dire que jusqu'à la prise de conscience de l'abus, je nageais dans le brouillard. C'est-à-dire que je ne comprenais pas pour quelles raisons j'avais ces réactions, ces addictions, ces obsessions, ces images, ces ressentis, et j'avais l'impression d'être complètement anormal, quoi. J'avais vraiment cette honte de moi. Et j'avais beau faire des stages, être accompagné, c'était collé à ma peau. D'ailleurs, hein, ça m'énervait presque en fait, hein, parce que j'ai deux trois formateurs et 2-3 thérapeutes qui me disaient mais Gaël, t'as pas été abusé? Et moi j'étais pardon. Tu refusais ça ou? C'est-à-dire que moi ça me mettait en colère. Je disais mais à un moment donné, ok, vous êtes bien mignon. Enfin, t'es la 3e personne à me le dire, mais moi j'en sais rien en fait. Je n'en sais rien. Et c'est comme si je tournais à côté d'un truc sans savoir à côté de quoi je tournais et sans le voir. Et c'était extrêmement frustrant parce que j'étais complètement impuissant en fait. J'avais pas l'info quoi. Et donc alors je sais pas quelle est ton audience, je sais pas qui écoute, quelles sont les croyances des uns et des autres. Mais en tout cas, pour moi, ça a été une expérience que je qualifierais presque de mystique, hein, c'est-à-dire que j'ai fait appel hein, clairement à quelque chose de plus grand que moi pour comprendre. J'ai posé clairement la question à quelque chose de plus grand que moi, de qui m'a volé ma lumière. En fait, j'avais la sensation que on m'avait volé ma lumière, que en fait je pataugeais dans un marécage et que j'arrivais pas à sortir la tête de l'eau. Et puis, alors je vais pas rentrer dans les détails, mais le même jour, le soir, dans un contexte particulier où il y a une synchronicité, et ma chérie m'a aussi beaucoup aidé parce qu'elle aussi, elle a été guidée d'une certaine façon à faire des choses complètement improbables. Et là, à un moment donné, mais c'est comme si, j'ai eu le visage, bam. Et ça m'a, je considère que c'est une des expériences remarquables, hein, quand je parle dans mon livre d'expériences remarquables, c'est vraiment ça. Et j'ai eu le visage, en fait. Et associé au visage, j'ai eu l'émotion. Une émotion hyper puissante. Et donc là, j'ai dit, ok, j'ai la réponse. Et là, tout s'est agrégé à un moment, tout a pris sens. Et puis après, j'ai questionné aussi mes parents parce que je savais qui c'était. Hein. Et donc, du coup, j'ai eu aussi des infos objectives, tu vois, qui m'ont confirmé à travers ce que m'ont dit mes parents que la personne en question était chelou, bizarre, avait des comportements. Bref, voilà.
sans rentrer dans les détails, parce qu'au final, c'est pas important. En tout cas, pour moi, c'est pas le plus important. Et là, mais ça a été un vrai soulagement, parce que ça y est, j'avais enfin la matière, si tu veux. J'avais enfin le liant, j'avais enfin la pièce manquante, encore une fois. Donc voilà, je l'ai accueilli avec finalement beaucoup de soulagement, en fait. Beaucoup de soulagement. De savoir ce qui s'était passé, en fait, en gros. Ah oui. Et oui. Et ça aurait été, et c'est pour ça que je commence mon livre en disant l'abus n'a aucune importance, en fait. C'est pas le sujet. C'est en revanche. Alors entendons-nous bien, c'est une expérience merdique. Je remets pas en cause. Voilà, en aucun cas humainement, c'est dégueulasse. Il y a vraiment pas de sujet, pas d'interrogation à ce sujet-là. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de le remettre dans le contexte de sa vie et de comprendre les conséquences, et du coup d'avoir les moyens aussi d'agir sur les conséquences. C'est ça le plus important. Et là, oui, c'est extrêmement libérateur. Voilà. Ouais, t'as parlé du rôle de victime, ou d'être dans une sorte de victime. Ben j'étais finalement plus victime du secret. En fait, je suis passé de victime d'un secret de moi à moi, hein, parce que personne d'autre était au courant, évidemment, hein, en dehors de cette personne qui est décédée depuis. Mais j'étais plus victime de ce brouillard que de l'abus en lui-même. J'étais victime de conséquences d'un acte fondateur dont je n'avais aucune idée. Et à partir du moment où j'en ai eu conscience, alors là, j'ai repris mon pouvoir. J'ai repris mon pouvoir. Et ça, pour moi, c'est énorme. Et je sais que parmi les gens qui vont t'écouter, qui vont écouter ce podcast, il y a forcément, malheureusement, des personnes qui ont vécu des abus, hommes ou femmes. Pour moi, la conscience change tout, en fait. C'est à partir du moment où on conscientise les choses qu'on reprend son pouvoir. Ok, ça m'arrive pour telle et telle raison. Ok, ça veut dire que j'ai telle ou telle chose en moi à travailler, à libérer, à transformer, etc., etc. Et donc là, je passe de victime d'un non-dit, quelque chose d'invisible, à créateur de ma propre vie et acteur de mes solutions. Et ça change tout. Ça change tout. Voilà. Merci, en tout cas, pour ce témoignage. Et peut-être avant de plonger un peu plus depuis ton histoire dans ton livre, j'avais envie d'aborder les notions du masculin et du féminin, et parce que c'est toujours quelque chose, soit peut-être pour les personnes qui ne connaissent pas, soit pour les personnes qui connaissent. Des fois, il y a souvent aussi ce discours, mais pourquoi on est obligé de les genrer, etc., etc. Du coup, peut-être pour cadrer sur toutes les choses sur lesquelles on va sûrement venir, c'est quoi toi ta vision et ton explication de ce côté-là? Alors là aussi, hein, c'est pas la question la plus simple, parce qu'il y a plein de façons de répondre à cette question. Plus ou moins perchées, plus ou moins concrètes, et j'évolue à la fois dans la perchitude et dans la partie très concrète des choses. Voilà, je me promène dans ces différents mondes. Alors évidemment, et pour rebondir déjà par rapport à ce que tu as dit, il s'agit bien d'énergie, hein, c'est les énergies du vivant, en fait, hein, pour le dire de façon extrêmement simple. Tout ce qui nous entoure est le fruit de la coopération et de l'ensemencement du féminin par le masculin. Voilà. C'est les énergies de la vie, tout simplement. Donc quand on regarde un arbre, on a la coopération et l'alliance entre le féminin et le masculin. Quand on regarde le soleil qui féconde de ses rayons la terre et qui permet à la terre de croître et aux plantes de croître, on voit sous nos yeux l'action de l'alliance entre le masculin et le féminin. Quand une femme ou un homme ressent le regard, une intention, une pensée d'une autre personne sur elle ou sur lui, eh ben c'est la matière, mon féminin. Si je suis regardé par une femme ou par un homme, mon féminin est
fécondé et sous l'influence d'un masculin extérieur. Donc en fait, c'est partout et tout le temps. Et le drame aujourd'hui, évidemment, c'est que tout est mélangé, hein, et souvent on associe le féminin aux femmes et le masculin aux hommes. Évidemment, ça n'a aucun sens. Et c'est comme si on associait, tiens, l'arbre est masculin et le poisson est féminin. Ça n'a strictement aucun sens, en fait. Ce qui donne la forme à toute chose, c'est cette alliance entre le féminin et le masculin. Et quand je dis que c'est difficile à définir, c'est qu'on peut le définir à plein de niveaux. On peut le définir à un niveau très très concret, ou psychologique, ou émotionnel, ou après on peut partir aussi dans une vision spirituelle, hein, du féminin et du masculin. On va dire que tout ce qui est féminin, c'est lié à la forme, c'est lié à la manifestation, c'est lié à la matière. Mon corps, par exemple, notre chair, notre corps, c'est du féminin, c'est de la matière. Ce qui vient, ce qui est moins tangible, ce qui est de l'ordre de l'invisible, ce qui est de l'ordre de l'intention, ce qui est de l'ordre de l'énergie qui pousse vers l'action, c'est du masculin. Et déjà, rien qu'avec ces deux exemples, on comprend bien que c'est ni associé aux femmes ni associé aux hommes. C'est-à-dire que dire qu'une femme ça représente le féminin, ça voudrait dire que une femme n'a jamais d'intention, n'a jamais d'énergie qui la porte à l'action, n'est jamais en lien avec l'invisible, n'est jamais le réceptacle de choses qui viennent d'en haut. Bref, ça n'a aucun sens. Et dire qu'un homme n'est que masculin, ça voudrait dire qu'un homme est une énergie pure, hein, qui n'a pas de corps, qui n'est pas capable de ressentir dans la matière. Tu vois, enfin, ça n'a aucun sens. Et donc c'est vraiment c'est la danse du vivant, en fait. Hein. C'est ces deux énergies. Alors c'est représenté par le symbole, hein, du Tao. Hein. Ces deux énergies en interconnexion. Permanente, et il y a plein de façons de le définir, et je présente déjà mes excuses à tous ceux qui sont extrêmement imprégnés de culture orientale ou caucase, parce qu'il y a des façons très précises, hein, de le décrire avec la vision du yin, du yang, etc. Et ça peut être extrêmement complexe, et je sais que ma façon à moi de l'expliquer vient de Gaël, quoi, hein, et elle est sans doute imparfaite, sans doute incomplète, sans doute distordue par rapport à des grandes théories. Mais voilà, en tout cas, alors je sais pas, c'est tellement vaste ce sujet que je pourrais en parler des heures et par plein de biais différents, mais je veux pas me noyer non plus moi-même, tu vois, parce que c'est un peu ma tendance aussi, je me noie moi-même parfois. Est-ce que je réponds à ta question, ou voilà, est-ce que tu as envie que je précise peut-être avec d'autres exemples? Dis-moi. Ma question suivante, elle serait peut-être quel lien, différence tu fais avec polarité, du coup? On peut faire des liens avec les polarités. Par exemple, le masculin, on pourrait imaginer que c'est la polarité électrique, hein, qui émet. Et le féminin, on est plutôt sur la polarité magnétique, qui attire. Un peu comme la foudre tombe sur la terre, tu vois. C'est-à-dire que la terre mère, hein, on parle de terre mère, hein, la terre est associée au féminin et le ciel est associé au masculin. On a vraiment cette polarité dense qui attire dans son champ gravitationnel, tu vois, qui absorbe qui attire à elle ce qui est dans ces parages, c'est le féminin. Donc on est vraiment sur une polarité négative qui reçoit le côté réceptif, hein, du féminin, et le masculin, lui, il va vers, et lui, il est électrique, et donc il est attiré irrésistiblement par le féminin. Et on va en parler d'ailleurs, cette dynamique, hein, de j'attire et je vais vers, évidemment, a un impact non négligeable sur les relations de pouvoir et les relations d'abus. Voilà. Donc voilà, on va dire que pour le dire, oui, c'est une bonne façon, je trouve, d'associer le pôle positif au masculin et le pôle négatif au féminin.
Sachant qu'il y a évidemment aucun jugement de valeur, hein, c'est par rapport au positif et négatif. Hein. Là, c'est l'idée de l'aimant, quoi, hein, en gros. Hein. Voilà. Oui. Pas dans une notion de jugement. Non. Et ouais. Et... faut faire gaffe, on est en 2025. Hein. Et oui. Dès que tu dis négatif. Oui. Même si, j'aurais presque envie de dire aujourd'hui qu'il y a une espèce de, si on parle d'un certain niveau du masculin et du féminin, il y a une inversion depuis quelques années qui fait que maintenant le masculin en est devenu quelque chose de mal, là où le féminin est devenu le bien. C'était l'inverse avant, je crois. C'est-à-dire que historiquement, avant l'avènement du patriarcat, ce fameux patriarcat associé à la religion judo-chrétienne, le père, notre père qui est aux cieux, c'est-à-dire on met tout est chargé en haut, c'est-à-dire que ce qui est en haut est acceptable et beau, c'est la transcendance de l'être humain, et tout ce qui est en bas est forcément suspect, tu vois. Avant ça, c'était plutôt le matriarcat qui était qui avait légion, avec tous les cultes de déesses, les cultes à la déesse mère, tous les cultes des mystères d'Isis, etc. C'était la mère qui était glorifiée. Parce que ce que les hommes voyaient, c'était le miracle de la création. C'était la mère qui était un mystère absolu et qui représentait la puissance de la création. Donc après, évidemment, ça a été le père symbolique a repris le dessus, et par extension le père incarné, et donc l'homme. Et du coup, comme il y avait plus, comme les personnes à mes yeux n'avaient plus accès à cette subtilité, en tout cas en Occident, c'est pas le cas en Orient, cette compréhension des deux énergies qui interagissent, cohabitent et qui sont en alliance pour créer le vivant, on a associé basiquement le masculin et le patriarcat à l'homme, et le féminin et le matriarcat à la femme. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et du coup, le masculin a porté cette charge toxique pendant 2000 ans, quoi. Et là, c'est un peu le retour de balancier. Et aujourd'hui, le masculin est forcément associé à l'homme et au masculin toxique, ou en tout cas beaucoup associé à l'homme et au masculin toxique. Et le féminin est beaucoup associé aux femmes et au féminin sacré, doux, voilà, rempli de vertus, quoi. Voilà. Je pense qu'on va y venir. Avant cela, j'avais envie de revenir sur l'abus. Oui. Comme tu dis dans ton livre, tu parles de différentes formes d'abus, parce que c'est vrai que je pense que en tout cas moi c'est ma vision, ma représentation actuelle, quand on parle d'abus aujourd'hui, on parle tout de suite, ce qui vient derrière c'est abus sexuel, mais il y a différentes formes d'abus. Qu'est-ce que tu désignes comme abus, toi? Pour moi, une abus, c'est une prise de pouvoir. Voilà, pour le dire de façon la plus simple possible, c'est une prise de pouvoir, et c'est une prise de pouvoir qui, par définition, dépossède la personne qui l'a subi de son pouvoir personnel. Et comme tu l'as très justement dit, l'abus peut prendre de multiples formes, en fonction de quel endroit a besoin de récupérer le pouvoir sur l'autre, ou de prendre le pouvoir sur l'autre. Quand il s'agit d'un abus de corps à corps ou de sexe à sexe, la forme que ça prend, c'est l'abus sexuel. Et puis, quand il s'agit d'autres endroits qui ont été, qui sont avides de récupérer leur pouvoir, par exemple quand c'est le cœur, ça prend la forme d'un abus affectif. Quand c'est le mental, c'est la forme d'un abus psychologique, etc., etc. Donc c'est vraiment, et c'est important que tu le dises, que tu le mentionnes, c'est bien plus vaste que l'abus sexuel, qui est d'une certaine façon la façon la plus, c'est la forme la plus visible, la plus caricaturale, la moins discutable, ou la moins
la moins ambiguë, encore que, mais bon ça, voilà, voilà, qui existe. Voilà, en première instance, je dirais ça, quoi. Au premier abord, c'est cette forme-là est non discutable. Les autres, évidemment, on opère à des endroits beaucoup plus sournois, entre guillemets, c'est-à-dire beaucoup plus invisibles, beaucoup moins palpables, beaucoup moins évidentes vues de l'extérieur. Et il n'en reste pas moins qu'elles sont très concrètes en termes émotionnels, psychologiques pour la personne qui les subit. Et c'est là qu'il faut être extrêmement vigilant à ne surtout pas réduire l'abus et la relation de pouvoir au corps. C'est ce qui est clair actuellement, je trouve. Et ce qui est évidemment le cas. Alors, je préviens, je fais un petit disclaimer, comme on dit à tous les auditeurs, je suis extrêmement caricatural et souvent excessif. Donc j'utilise parfois des grandes généralisations, mais c'est important, je trouve, parfois d'exagérer un peu le trait. Et oui, aujourd'hui, je considère que on ne parle quasiment que de l'abus physique et sexuel. Et je vais même aller plus loin. On ne parle que de l'abus physique et sexuel, quasiment que vis-à-vis des femmes. Voilà. Alors que, par expérience, bon, déjà, de moi à moi, évidemment, et pour avoir beaucoup navigué dans des milieux de cercles d'hommes, cercles de parole d'hommes, des stages entre hommes, etc., il y a beaucoup plus d'hommes abusés que ce que je pouvais croire moi-même, et beaucoup plus d'hommes abusés non conscients de leur abus, et qui ont précisément des prises de conscience tardives que ce qu'on pourrait croire. Donc ça existe, c'est un sujet qui évidemment concerne aussi les hommes. Voilà. Ouais, il y a tant de choses à dire. Oui, de deux catégories justement de mécanismes abusifs. Oui. J'aurais un yin, un yang justement, comme on parlait tout à l'heure. Comment tu l'as décrit? Alors j'ai créé un concept que j'ai trouvé sympa, c'est de parler d'abus horizontaux, et d'abus verticaux. On va dire que tout ce qui est horizontal, c'est ce qui appartient au plan dans lequel on évolue, entre êtres humains. Et donc là, on est sur des abus qui concernent des abus relationnels entre êtres humains. Et ces abus relationnels peuvent être au niveau purement de l'incarnation du corps. Donc là, on est sur l'abus sexuel ou la violence aussi. La violence, évidemment, est une forme d'abus. Se faire taper, voilà, c'est un abus. On est d'accord. Les abus affectifs, les abus psychologiques, voilà. Toutes ces relations, tu vois, si on était tous les deux en relation malsaine, ça serait un abus horizontal, c'est-à-dire que voilà, tu chercheras à prendre le pouvoir sur moi à certains endroits, moi je chercherai à prendre le pouvoir sur toi à d'autres endroits, etc. On est sur l'abus horizontal. Et puis il y a ces abus que j'appelle verticaux, qui concernent des choses plus de l'ordre de on va dire d'une façon générale de la lignée, c'est-à-dire qu'est-ce qui alors comment je vais dire ça, alors c'est des sujets qui maintenant sont plus vulgarisés, mais on est plus sur sur les mémoires familiales, la lignée matrilinéaire, le père, la mère, le transgénérationnel, et puis des choses un petit peu plus on va dire exotiques, avec des plus en lien avec des plans subtils parfois, ou voilà je vois que je suis embêté parce que il y a des mots qui sont plus difficiles à dire comme ça dans un podcast que écrit. Mais voilà, là on va rentrer dans des choses un peu perchées pour certains, voilà, donc des égrégores, des karmas, enfin des choses comme ça, quoi, qui font que, et je m'étendrai pas dessus, mais qui font que d'une façon générale, ça aussi, ça nous dépossède en fait de notre essence, de notre véritable nature.
Parce qu'à un moment donné, notre énergie est mobilisée par autre chose, ou est coincée à certains endroits ou à des liens ou des pactes avec d'autres endroits de nous-mêmes ou d'autres endroits de notre histoire, qui nous empêchent de récupérer complètement notre pouvoir personnel. Oui. Et voilà. Si on prend un exemple transgénérationnel, par exemple, de qu'est-ce que j'hérite des croyances, par exemple, de ma famille, etc., Ouais. et que je reproduis. Et j'imagine que c'est ça dont... Ça en fait partie. Par exemple, un pacte de loyauté non conscient. Hein. Mon père n'a pas réussi, j'en sais rien, professionnellement. C'est interdit de vivre sa vie telle qu'il entendait, par loyauté vis-à-vis de lui, par exemple. Hein. J'ai un pacte que tous les hommes de la famille ne peuvent pas réussir professionnellement, par exemple, hein, ou ne sont pas dignes de réussir professionnellement. Et sans le savoir, dans mon langage à moi, c'est un abus parce que ça me prive de ma puissance personnelle. Tu vois, ça me prive de mon pouvoir personnel. Alors c'est une façon très très personnelle hein, de voir la notion d'abus, hein, mais je considère moi dans ma façon de voir les choses que c'est une forme d'abus. C'est une prise de pouvoir de quelque chose qui est extérieur à moi d'une certaine façon. Voilà. Ouais, c'est vrai que dans le livre t'en as parlé, là t'en as parlé d'abus affectifs, ça m'a fait du bien de lire ça. Et c'est un abus yin, un abus yang, un abus actif, un abus passif, un abus qui prend, un abus qui aspire. C'est ça que tu expliques. Ouais. Bah oui. Une victime ou une personne qui se présente comme une victime affective, une personne qui donne la sensation qu'elle a besoin d'être sauvée tous les jours, par exemple, sans le savoir, est une personne abusive. Elle est une personne qui ouvre complètement sa structure pour aspirer l'énergie de l'autre, pour abuser de l'énergie vitale de l'autre et de l'énergie affective. Et celui-là, il peut être parfois extrêmement sournois. Eh oui, comment affubler une victime de son passé, de ses carences affectives, de son manque d'amour pour elle, comment affubler cette personne de l'étiquette d'abuseur ou d'abuseuse, je sais pas si ça se dit. Voilà, c'est pas quelque chose qui est facilement acceptable dans notre société aujourd'hui. On est quand même dans une société de sauveurs et de sauveuses, hein, c'est-à-dire que la victime, le réflexe pour être une bonne personne, pour être dans le camp du bien, c'est d'être son sauveur ou sa sauveuse. Ça, c'est le réflexe. Sauf que il y a une transaction là-dessous, il y a une transaction malsaine. Et souvent, allez, je le dis directement, souvent les hommes sont plus souvent victimes de ce genre d'abus. En tout cas, c'est ce que je constate. Même si, voilà, en tout cas, les hommes sont très souvent, je vais enlever le plus souvent, mais sont très souvent victimes de ce genre d'abus affectif, en fait. Voilà. Surtout les hommes qui ont tendance à être plutôt, les hommes qu'on appelle plutôt yin, hein, plutôt féminins, qui ont tendance à être extrêmement sensibles à la souffrance de l'autre, des hommes plutôt empathiques et qui ont envie, hein, qui se donnent ce rôle-là hein, de sauver l'autre, en fait. Hein. Derrière, il y a des transactions malsaines. Voilà. Et souvent beaucoup de chantage affectif. Voilà. Ouais, oui, ça me connecte à manipulation, dépendance affective, et tout. Bien sûr. Tous ces termes, pervers narcissique, etc., etc. Et il y a quelque chose que dans ton livre qui t'a bien piqué. J'ai beaucoup aimé le ton de ton livre. Parfois très cash et voilà qui mêle profondeur et oui choses un peu graves entre guillemets on pourrait dire mais aussi d'amener la légèreté et aussi ce qui doit être dit. Ouais, tu parles aussi de ce qui m'a marqué, c'est que ceux qui ont été abusés en deviennent des abuseurs. Oui. Et aussi tu parles de quand on a été abusé, il y a quelque chose pour reprendre tes mots dans notre structure qui fait que tant qu'on n'a pas réglé le souci,
on va continuer d'attirer à nous des abus affectifs ou sexuels, voilà. Mais ouais, est-ce que tu peux peut-être creuser un peu apporter toi tes mots à ce que je viens d'évoquer? Derrière, il y a l'idée, comment je vais dire ça? Toute personne qui a été abusée, à un endroit, c'est comme si on lui avait enlevé sa puissance. C'est comme si on lui avait interdit l'accès à sa puissance. C'est-à-dire, en gros, un abus sexuel, par exemple. Je vais prendre la caricature, l'exemple de l'abus sexuel. Pour l'inconscient, d'avoir été abusé sexuellement, une des conclusions que peut faire l'inconscient, c'est si j'utilise ma puissance sexuelle ou si je me montre dans cette énergie-là, si j'exprime cette énergie-là, elle va m'être volée. Le truc, le hic, si j'ose dire, parce qu'il y a un hic, c'est que nous ne pouvons pas ne pas être en équilibre. Les êtres humains, c'est un système qui ne peut pas ne pas être nourri dans toutes ses composantes. Alors j'en parle dans mon livre avec le concept de la représentation des chakras, mais on pourrait voir sous plein d'autres formes. De façon très basique, un être humain, un bébé, si tu lui donnes pas à manger, il meurt. Il meurt. Voilà. S'il n'a pas de nourriture, il meurt. Et il faut imaginer que dans notre structure, on a plusieurs strates, plusieurs bébés. Donc le bébé du corps, le bébé des émotions, le bébé de la place dans le monde, le bébé du cœur, etc., etc. On a plusieurs bébés qui doivent manger, sinon ils meurent. Un abus, c'est un peu comme si on disait à un bébé, c'est bizarre comme refrain, c'est un peu chelou, mais c'est un peu mon monde là. Mais voilà, c'est un peu comme si le bébé qui a eu faim à un moment donné, ou plutôt qui a osé se montrer, lui il s'est fait abuser, donc maintenant il prend là, il se dit j'ai plus le droit de crier, j'ai plus le droit de me montrer pour montrer que j'ai faim, parce que si je fais ça, je prends un risque. Je risque même de mourir. Hein, il n'en reste pas moins que le bébé, il a toujours besoin de manger. Alors comment il va faire ce bébé pour manger sans montrer à l'extérieur qu'il a besoin de manger et qu'il a faim? En passant incognito, quoi, tu vois. Eh bien, il va utiliser ses potes. Il va utiliser les autres. C'est vraiment chelou comme truc, hein. C'est presque un film un peu glauque, tu sais, à la Jodorowsky. Il va utiliser ses potes, mais à d'autres endroits de la structure qui, eux, n'ont pas été abusés ou sont plutôt socialement acceptables, tu vois. Ah tiens, le bébé qui correspond à l'ouverture du cœur inconditionnelle, par exemple, tu vois. Lui, à ce niveau-là, ou tiens, allez, comme je vais prendre un exemple par hasard. Le bébé, mettons que ça soit un homme dont on parle, et qui a une tendance assez facile à communiquer, à avoir le sourire, à se montrer extrêmement prévenant vis-à-vis des femmes. Là, il a dans sa structure, il a un champion, quoi. Il a celui qui a l'abord facile vis-à-vis des femmes et qui est beaucoup à leur écoute et qui est capable de comprendre leurs émotions, tu vois. Alors le bébé d'en dessous, là, celui qui est associé au sexe, il se dit, on va faire un partenariat, tu vois, avec celui qui sait être doux, etc. Et on va faire croire, tous les deux, qu'il y en a un des deux qui n'existe pas, en gros, tu vois. Alors moi, je suis un homme gentil, je ne comprends pas les hommes qui pensent qu'au cul, je ne comprends pas les prédateurs, ceux qui matent, tu vois. Moi, je suis respectueux des femmes, je les sexualise pas, etc., etc. Donc ça, c'était Gaël il y a 20 ans. Hein. Ça me dégoûte. Enfin bon, bref. Et presque sincèrement, hein, parce que le truc est vachement bien organisé, hein, c'est non conscient tout ça, hein, tu vois. Et puis évidemment, en scred, celui qui est affamé, qui a besoin de manger, d'être nourri sexuellement, cette énergie-là,
Eh ben lui, elle sait, elle a juste à attendre un petit peu, tu vois, que l'autre fasse son boulot pour rentrer en relation avec une femme et être nourrie à cet endroit-là. Mais de façon cachée et malsaine, parce que non visible, non exprimée. Voilà. Et je sais plus quelle était ta question de départ, parce que je suis parti dans mon truc un peu bizarroïde. Merde. Sur les abuseurs deviennent des abuseurs. Et voilà. Et à ce moment-là, voilà, j'ai repris le fil. Et à ce moment-là, la personne, donc là, dans l'exemple de la personne abusée sexuellement, redevient abusive, parfois non consciemment, parfois plus consciemment, en utilisant une stratégie manipulatoire, en se faisant passer pour ce qu'elle n'est pas, pour récupérer une énergie qui lui a été volée dans son passé. Voilà. Évidemment, c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Bien sûr. Voilà. Il y a vraiment ce côté, je vais chercher à l'extérieur ce que j'ai pas ou pu à l'intérieur, quoi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Comment j'utilise l'extérieur pour combler mes propres carences, pour m'éviter d'aller me confronter à mes peurs et à ma souffrance, pour éviter de faire le boulot, de prendre la responsabilité de rééquilibrer par moi-même ma structure, même si ça passe par des moments extrêmement difficiles émotionnellement, et même si ça passe aussi par le fait de ne plus accepter par des milieux qui m'acceptaient auparavant. Qui acceptait ma légende. J'utilise beaucoup le terme de légende personnelle. En gros, on pourrait dire qu'une légende personnelle, c'est-à-dire toutes ces stratégies qu'on met en place pour évoluer de la façon la plus confortable dans le monde, toute ma légende est basée sur comment je vais récupérer du pouvoir que j'ai perdu à l'extérieur de moi. Comment je vais pouvoir extorquer ça de l'extérieur. Voilà, pour ne pas aller voir mes peurs, pour ne pas aller voir mes parts un peu dégueulasses, pour ne pas aller voir mes souffrances, pour ne pas prendre la responsabilité de qui je suis en fait, tout simplement. Hein. Et je vois le monde qu'à travers ce filtre. Voilà. Oui, je commence à le voir aussi comme ça. Voilà. Ouais, et aussi, ouais, donc du coup ça. Ta réponse répond en partie à ça aussi, à la deuxième partie de question que j'avais, du coup, tant que j'ai pas réglé, j'attire, tu vois. Oui, tout à fait. Donc là, pour admettre ça, il faut admettre au moins le temps de l'écoute du podcast, ou accepter l'idée que tout est vibratoire. Et si on accepte cette idée-là, si on accepte de voir le monde comme ça, alors il y a un certain Einstein qui l'a dit avant moi, et c'est pas le seul. À ce moment-là, on comprend que même si, et parfois de façon extrêmement sincère, et d'ailleurs souvent de façon extrêmement sincère, même si on croit à notre légende et on se présente au monde sous les habits de notre légende personnelle, par exemple celle du gentil petit garçon, sous la toge du gentil garçon, sous les habits du gentil garçon, les énergies, les émotions associées aux privations de pouvoir personnel, associées aux abus, opèrent et émettent en permanence des vibrations. Oui, tu prends l'exemple de la guitare dans ton livre. Oui, je prends l'exemple de la guitare, tout à fait. Cette idée que quand on rentre dans un magasin ou quand on met deux instruments ou n'importe quoi qui vibrent, on fait vibrer une corde, les cordes qui sont sur la même fréquence vont vibrer également. Et ce qui se passe, c'est que tant qu'on n'a pas pris conscience de notre légende, on croit par exemple qu'on est un trombone à coulisses, tu vois, alors qu'en fait on est un orchestre symphonique avec plein de vibrations différentes. Et ce qu'on vit, et c'est pour ça qu'on comprend pas ce qui nous arrive, ce qu'on vit, c'est la réponse vibratoire, non pas au trombone à coulisses, mais à l'orchestre symphonique qui est à l'intérieur. Réflexe primordial, la légende, elle est pas là par hasard, hein, la légende, elle est là pour nous éviter d'aller nous confronter à ce qui nous fait peur chez nous, et à nos souffrances. Réflexe de base, je contrôle, je maintiens la légende, donc je refuse l'expérience. Je refuse l'émotion, je refuse la rencontre, je refuse d'être cet homme
dont je m'étais juré que je me tiendrais à distance toute ma vie. Donc je refuse, je contrôle. Bon, ben là, la vie, faut pas croire qu'on est supérieur aux lois du vivant et aux lois vibratoires du vivant. Ben la vie, tant qu'on n'a pas compris, tant qu'on n'a pas accepté cette vibration de l'extérieur qui n'est que la nôtre, et tant qu'on n'a pas compris le message qu'elle avait pour nous de transformation et de libération, eh ben elle nous le représente. Inlassablement. Inlassablement. Je l'ai vu dans mon entourage dernièrement, sans entrer dans les détails, mais une personne que je connais qui a eu un abus d'ordre physique, et il y a pas si longtemps que ça, elle a eu de nouveau un abus, quelque chose à qui d'autres je n'avais jamais entendu. Je me suis dit waouh, c'est dingue à quel point, et je vois très bien que malheureusement personne n'a pas réglé le truc, et donc du coup elle attire de nouveau ce genre de situation, et c'est assez flagrant, assez marquant. Et sûr. Et en off avant, on parlait du nice guy, là tu viens de l'aborder de nouveau, toi. Ouais, t'étais un nice guy, vraiment, t'étais le gentil attends, moi je suis l'homme parfait, moi je suis le fils prodigue, l'adoration de ma mère. Enfin, tu vois, moi je suis le mec nickel, quoi, avec rien de déviant, le chouchou des profs, le mec sympa avec les femmes, tu vois. Voilà, je suis tout ça, moi. En tout cas, c'est l'image que j'ai renvoyée pendant des années et des années. Alors que quand t'ouvres le coffre, quand t'ouvres la boîte de Pandore, c'est pas si nice que ça à l'intérieur. Pas du tout. Et ça a été extrêmement difficile pour moi d'aller me confronter à cette violence que j'ai à l'intérieur de moi, à cette envie de soumettre les femmes, à les voir comme des objets sexuels. Enfin, je veux dire, voilà, aujourd'hui, je peux en parler tranquillement parce que j'ai fait le chemin, mais il y a tout ça à l'intérieur de moi, évidemment. Et plus j'en ai conscience, moins je suis dangereux, moins je suis abusif. Parce que je transforme, parce que je comprends ce que ça veut dire, parce que je libère les émotions associées, parce que je rééquilibre, parce que bref, je vais pas rentrer dans les détails de tout le boulot que je fais, mais je n'ai de cesse de rééquilibrer ça pour précisément être une personne qui est, en tout cas, qui a l'intention de vivre des relations dénuées de relations de prise au pouvoir. Et tant que j'en avais pas conscience, j'avais cette espèce de truc complètement fake et complètement bidon d'apparence, supposément de l'homme qui ne prenait jamais le pouvoir sur les femmes, par exemple, ou qui n'était pas violent, etc. Alors qu'en fait, c'était tout l'inverse à l'intérieur. Tout l'inverse. Et aujourd'hui, quand je vois les gentils petits garçons, ou les gens qui se présentent comme non mais moi jamais je ferais ça, mais c'est dégueulasse. Alors dans les réseaux sociaux, mais alors ça c'est à vomir en fait, j'en peux plus quoi. Enfin bon voilà, c'est d'une hypocrisie, c'est d'un fake, et encore là je me contrôle parce qu'il y a des sujets que je ne peux pas aborder aujourd'hui, que je ne souhaite pas parce que tout ne peut pas être dit de façon publique, mais par rapport à des événements, des choses dans l'actualité, etc. C'est à vomir, quoi. Enfin pour moi en tout cas. Mais derrière tout ça, quand on commence à avoir conscience de tout, de ce qu'il y a à l'inverse, hein, de ce qu'il y a de caché, ça donne des frissons, quoi. Il faut bien comprendre que c'est l'histoire du curé pédophile, hein, c'est-à-dire que plus on exacerbe une vertu à l'extérieur, plus à l'intérieur, ça sent pas très très bon, quoi. Voilà. Voici la fin de la première partie de cet épisode. Je vous retrouve pour la seconde qui est déjà en ligne. Allez, à tout de suite.